Prologue. Autrefois, j'avais une famille. Un père, une mère, une sœur. On vivait dans un grand mobil-home, rien qu'à nous. Épaisse moquette marron, cuisine jaune pisseux, sol en lino qui se décollait. Je faisais courir mes petites voitures sur les plans de travail éclaboussés de nourriture. Ensuite, double salto sur les rampes du lino recourbé et atterrissage dans les poils de la moquette sale. Un vrai trou à rats. Mais j'étais petit, et c'était chez moi. Le matin, je dévorais des Cheerios en regardant Scooby-Doo sans le son pour ne pas réveiller mes parents. Je levais ma petite sœur et je la préparais pour l'école. On sortait en titubant sous le poids de nos cartables presque pleins à craquer de livres. C'était important de lire. Quelqu'un m'avait dit ça. Ma mère, mon père, un grand-parent, un enseignant. Je ne sais plus, mais j'avais reçu le message 5 sur 5. Une pomme par jour, un livre par jour. Alors, après l'école, direction la bibliothèque. Ma sœur toujours en remorque. On lisait parce que, Dieu sait que des fruits, on n'en avait pas. J'aimais les livres dont vous êtes le héros. Chaque scène se terminait sur un suspense et il fallait décider de la suite de l'histoire. Tourner à gauche dans le temple interdit ou bien à droite. Prendre le trésor maudit ou passer son chemin. Dans ces aventures, on était toujours maître de la situation. Ensuite, je lisais Clifford le gros chien rouge à ma petite sœur. Pas assez grande pour lire, elle montrait les images en riant. Parfois, la bibliothécaire nous refilait des goûters en douce. Elle disait des trucs du genre « Quelqu'un a oublié son paquet de chips, vous le voulez ?» Je répondais « Non ». Elle insistait. « Allez, mieux vaut que ce soit vous que moi. Les chips ne réussissent pas à ma taille de guêpe. » Ma sœur finissait par attraper le paquet, les yeux avides. Elle était toujours affamée à l'époque. Moi aussi d'ailleurs. Après la bibliothèque, retour à la maison. Tôt ou tard, il fallait bien rentrer. Maman avait un sourire extraordinaire. Quand elle était d'humeur gaie, dans un bon jour, un sourire irrésistible. Elle m'ébouriffait les cheveux. Elle m'appelait son petit homme, me disait qu'elle était fière de moi. Et elle me prenait dans ses bras. Elle me serrait bien fort, m'enveloppait dans un nuage de fumée de cigarettes et de parfums bon marché. J'adorais cette odeur. J'adorais les jours où ma mère souriait. Parfois, quand l'ambiance était vraiment au beau fixe, elle préparait le dîner. Des spaghettis sauce ketchup. Ça va tâcher, lançait-elle joyeusement en aspirant ses pâtes. Nouilles japonaises et œufs brouillés. Un dîner à 15 cents, ça c'est la belle vie, elle disait. Ou alors mon plat préféré, les macaronis au fromage de chez Kraft. Leur secret, c'est la couleur orange fluo, nous glissait-elle comme en confidence. Ma petite sœur pouffait de rire. Elle aimait bien ma mère quand elle était de cette humeur. Qui ne l'aurait pas aimée? En général, papa était au travail, pour faire bouillir la marmite. Enfin, quand il avait un emploi. Pompiste, veilleur de nuit, magasinier. Faites des études, me disait-il les après-midi où nous rentrions suffisamment tôt de l'école pour le voir boutonner un énième uniforme crasseux. Saloperie de vraie vie, il disait. Saloperie de patron. Il partait. Et ma mère émergeait du nuage de leur chambre pour faire le dîner. Ou alors la porte ne s'ouvrait pas et je prenais un ouvre-boîte dans le tiroir. Ravioli chef Boyardi. Soupe Campbell's. Haricots en conserve. Ces soirs-là, on ne parlait pas, ma sœur et moi. On mangeait en silence. Ensuite, je lui lisais encore un Clifford, ou bien on faisait une partie de Go Fish. Des activités sages pour enfants sages. Ma sœur s'endormait dans le canapé. Je la prenais dans mes bras et je l'emportais dans son lit. « Désolée », disait-elle dans un demi-sommeil, même si ni l'un ni l'autre nous ne savions de quoi elle s'excusait. Autrefois, j'avais une famille. Un père, une mère, une sœur. Mais le père s'est mis à travailler de moins en moins et à picoler de plus en plus. Et la mère, allez savoir. La drogue, l'alcool, les brumes de son esprit.
Nos parents se montraient de moins en moins pour cuisiner, nettoyer, travailler. De plus en plus pour se disputer, crier, hurler. Maman lançait des assiettes en plastique à travers la cuisine. Papa crevait la fragile cloison d'un coup de poing. Ensuite, tous les deux s'enfilaient encore plus de vodka et c'était reparti pour un tour. Ma sœur a pris l'habitude de dormir dans ma chambre et moi de rester assis derrière la porte. Parce que parfois, les parents avaient des invités. D'autres pochetrons, des camés, des ratés. Et là, tous les paris étaient ouverts. 3, 4, 5 heures du matin. Ils secouaient la poignée de la porte fermée à clé. Des voix inconnues susurraient « Hé, les petits, vous venez jouer avec nous ?» Ma sœur ne riait plus. Elle dormait la lumière allumée, un Clifford en lambeaux entre les mains. Et moi, je veillais, une batte de baseball sur les genoux. Arrivait le matin. La maison était enfin silencieuse. Les inconnus KO par terre. On les contournait à pas de loup, on se faufilait dans la cuisine pour attraper la boîte de Cheerios, puis on prenait nos cartables et on sortait sur la pointe des pieds. Et le cycle recommençait. Une machine infernale. Autrefois, j'avais une famille. Mais un jour, le père a trop bu, ou s'est trop piqué, ou a trop sniffé. Et la mère s'est mise à hurler sans pouvoir s'arrêter. Sous nos yeux ébahis, à ma sœur et à moi, assis dans le canapé. « Ferme-la, mais ferme-la !» braillait le père. Des cris. « Mais c'est quoi ton problème, connasse ?» Des cris et encore des cris. « Ta gueule, je te dis !» Un couteau de cuisine. Le grand. Le couteau de boucher, comme dans les films d'horreur. Est-ce que c'est elle qui l'a attrapé, ou bien lui? Je sais plus qui l'a eu en premier. Je peux seulement vous dire qui l'a eu en dernier. Mon père. Il l'a levé, il l'a frappé. Et ma mère a cessé de crier. Merde. Mon père s'est retourné vers nous, ma sœur et moi. Le sang dégoulinait du couteau. Et j'ai su ce qu'il allait faire. Cours, j'ai dit à ma petite sœur en la tirant du canapé et en la poussant vers le couloir. La moquette épaisse a ralenti mon père. Mais le lino décollé nous a fait trébucher. Pendant que nous courions à travers le mobil-home, silencieux dans notre terreur, j'ai dépassé ma sœur, je l'ai attrapée au vol, et ses petites jambes ont continué à mouliner dans le vide. J'entendais mon père, juste derrière moi. Je sentais son souffle sur ma nuque. J'imaginais déjà la lame s'enfonçant entre mes omoplates décharnées. J'ai largué ma sœur dans ma chambre. « Ferme ma clé !» Et j'ai couru vers le bout du couloir, mon père et son couteau ensanglanté à mes trousses. Je me suis ruée dans la chambre de mes parents. J'ai bondi sur le lit. « Bouge pas, petit con. Bouge pas, bouge pas !» Il a levé le couteau, il a frappé. Il a serré les draps, crevé le matelas. J'ai sauté de l'autre côté, attrapé sur la commode tout ce qui me tombait sous la main. Cadavres de bouteilles de vin, canettes de bière, parfums, et je l'ai lancé de toutes mes forces vers le visage de mon père, rouge comme une betterave. Merde, merde, merde! Pendant qu'il chancelait, j'ai de nouveau sauté sur le lit et je suis passé à côté de lui avec une pirouette. J'ai entendu le coup de couteau, senti une douleur cuisante à l'épaule. Mais j'étais déjà hors d'atteinte, courant à toutes jambes dans le couloir. Si seulement je pouvais rejoindre la porte d'entrée, sortir, alerter les voisins. Et abandonner ma petite sœur. Justement, elle était là, sur le seuil de ma chambre. Elle me tendait la batte de baseball. Je n'ai pas hésité. J'ai pris la batte, j'ai couru jusqu'au salon, et me retournant au dernier moment, je me suis mis en position. Mon père, regard fou, visage écarlate, complètement absent, me suis-je dit. Il a levé le couteau sanglant. Et j'ai frappé de toutes mes forces. J'ai senti le choc à la fois compact et mouillé, un coup à envoyer la balle dans les tribunes. Mon père s'est effondré, comme au ralenti, et le couteau est tombé sur la moquette. Mais moi, j'ai continué à frapper. Bam, bam, bam. Une machine infernale. Ma petite sœur est brusquement apparue à côté de moi. « Telly, Telly, Telly !» J'ai levé les yeux, regard fou, visage écarlate, complètement absent. « Telly !» a crié une dernière fois ma petite sœur. J'ai levé la batte. J'avais une faim. Chapitre 1. Le
shérif Shelly Atkins n'était plus censé travailler dans les forces de l'ordre. 10 ans auparavant, à la suite d'un incendie qui, non content de lui bousiller la hanche, avait transformé son torse et son épaule en un patchwork de cicatrices noueuses, elle avait, pour ainsi dire, raccroché. Profitant de l'offre d'un donateur anonyme, l'ancien agent du FBI Pierce Quincy, elle en restait persuadée. Elle avait commencé par s'offrir le voyage de sa vie à Paris, histoire de panser ses plaies à coups de crêpes, de vin et de musée. À son retour, elle s'était fixé un emploi du temps régulier à base de promenades sur la plage et de randonnées dans les bois pour occuper ses journées. C'était en mouvement que sa prothèse de hanche se portait le mieux, les courbatures d'une journée de sport étant de loin préférables à la souffrance lancinante de l'oisiveté. Et pendant qu'elle sillonnait les grands espaces, elle avait moins de risques de ressasser ses souvenirs. Une femme cousue de cicatrices comme elle avait clairement intérêt à les oublier. Mais voilà que 2 ans plus tôt, le shérif en place, un type qui n'était pas de la région et que les gens du coin n'avaient jamais vraiment apprécié, avait démissionné du jour au lendemain. Des rumeurs de malversation avaient couru, mais rien que le procureur put prouver. Quoi qu'il en soit, le comté s'était retrouvé en panne de shérif. Quant à Shelly, elle n'était pas une belle femme, pas même une jolie femme, et cela déjà avant que l'incendie ne transforme une moitié de son corps en tableau de Picasso. Baraquée, le visage quelconque, elle était le genre de femme avec qui les hommes préféraient sympathiser au bar tout en reluquant la jolie minette 3 tabourets plus loin. Elle n'avait ni famille ni enfant, ni même un poisson rouge, parce qu'elle n'était pas tout à fait certaine de ne pas reprendre la tangente, un de ces 4. Bref, 8 ans après le sinistre qui avait failli l'emporter, Shelly n'avait rien ni personne de plus dans sa vie. Mais surtout, son travail lui manquait cruellement, sans parler de ses anciens collègues. Alors elle s'était portée candidate au poste de shérif. Et comme la population gardait d'elle le souvenir d'une héroïne qui avait sauvé la vie d'un agent du FBI lors de cet incendie, elle avait été triomphalement réélue, hanches foutues, torse couturé et tout. Moralité, se dit-elle au volant de sa voiture, gyrophare allumé, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Des coups de feu signalés en cette saison, pas bon pour le shérif, ça. Ni pour les commerçants qui tenaient à ce que cette coquette petite ville côtière de l'Oregon reste fidèle à sa réputation de tranquillité. Il était encore tôt, tout juste 8 heures du matin. Alors c'était sûrement soit une bande de potes grincheux qui n'avaient pas fini de dessouler après leurs excès de la veille, soit des touristes désabusés qui venaient enfin de comprendre qu'on leur avait survendu les joies du camping par temps de canicule. En règle générale, le mois d'août était assez supportable dans la région, notamment grâce à la brise marine qui maintenait les températures à des niveaux raisonnables. Mais depuis 5 jours, le mercure flirtait avec les 38 degrés et les esprits s'échauffaient en proportion. Dans une communauté rurale qui comptait probablement plus d'armes à feu que ses 5000 habitants, ce n'était sans doute qu'une question de temps avant qu'une fusillade n'éclate. Le central lui avait donné l'adresse, une station-service supérette à quelques encablures de la ville. Et Shelly avait décidé de s'y rendre elle-même. Ses 2 adjoints avaient déjà accumulé les heures supplémentaires pour répondre aux appels de plaisantins qui se multipliaient toujours en été. Elle leur devait donc bien ça. Et sans être ravie qu'on tire des coups de feu dans sa ville, elle n'était pas non plus inquiète outre mesure. Globalement, Bakersville restait surtout connue pour son trio gagnant. Lait, forêt et bon air frais. D'accord, le problème de méthamphétamine s'aggravait, mais le travail de maintien de l'ordre n'y était tout de même pas aussi stressant que dans les grandes villes. Roulant vers le nord, elle avait déjà traversé le centre-ville grand comme un mouchoir de poche et s'approchait du principal titre de gloire du comté, l'usine de fromage. Malgré son gyrophare, il lui fallut jouer du klaxon pour se faufiler entre les camping-cars et autres caravanes qui patientaient déjà en rang serré à l'entrée du parking. Vu la chaleur infernale de ce début de matinée, la plupart des estivants avaient sans doute prévu un petit déjeuner de crème glacée. Il n'était pas impossible qu'elle se joigne à eux quand elle aurait bouclé cette intervention. Faire un peu de police de proximité, manger une glace, se mêler à la population, c'était une idée, ça. Au-delà de l'usine, la circulation se réduisait comme peau de chagrin et Shelly prit de la vitesse. La route, plus étroite,
serpentait le long de la côte rocheuse en enchaînant les virages serrés. Enfin, 7 kilomètres après l'entrée d'un énième camping, Shelly atteignit sa destination, la station-service EZ Gaz. Elle entra sur le parking, coupa son gyrophare et jaugea la situation. Une voiture à l'arrêt devant les 2 pompes. Une vieille Ford qui avait connu des jours meilleurs. À part ça, les lieux semblaient paisibles. Shelly prit sa radio pour informer le central de son arrivée, puis elle attrapa son feutre de shérif sur la banquette arrière, le posa sur son crâne et descendit de son SUV blanc de service. Première constatation frappante, l'absence de bruit. Plus que toute autre chose, ce fut ce détail qui lui mit les nerfs en plâtre. Dans la brume de chaleur du mois d'août, saison où les commerces connaissaient leur pic d'activité, un tel silence ne présageait rien de bon. Shelly porta la main à son arme, puis, s'approchant de la façade défraîchie de la supérette, se tourna de profil afin d'offrir une cible plus étroite. Ensuite, l'odeur. Cuivrée, poisseuse. Une odeur que même un shérif de petite ville connaissait mieux qu'il ne l'aurait voulu. Le pick-up rouge décoloré du milieu des années 1990 se trouvait sur sa gauche. La porte vitrée de la supérette, ouverte sur sa droite. Shelly fit le point. La voiture semblait vide. Le magasin était donc sa principale source d'inquiétude. Elle s'approcha du mur au pied duquel s'alignaient d'énormes congélateurs pleins de glaçons. Au-dessus d'eux, la vitrine était tapissée de diverses affiches publicitaires pour de la bière bon marché. La main toujours sur son étui, Shelly se colla au congélateur pour jeter un coup d'œil par la porte. Rien. Et toujours le silence. Pas de tintement de caisse, ni de murmure de voix tandis qu'un vendeur enregistrait les achats du conducteur du pick-up. Juste cette odeur, écœurante et âcre dans la chaleur torride. Puis un bruit lui parvint enfin, doux et régulier. Le bourdonnement de mouches, des nuées de mouches. Shelly sut alors ce qu'elle allait trouver dans le magasin. Elle prit le temps de faire ce qui s'imposait, appeler le central pour demander des renforts. Puis, redressant les épaules, elle sortit son Glock 22 de son étui. Et elle entra dans la supérette. La première victime était tombée à 3 mètres de l'entrée. Le corps était étendu sur le dos, bras et jambes écartés, un paquet de chips tout juste hors de portée de sa main tendue. Un jeune homme d'une 20aine d'années. Un gamin du coin, devina Shelly en voyant le jean râpé, les chaussures délacées et le t-shirt crasseux. Sans doute un garçon de ferme, pensa-t-elle, avant de percevoir comme un relent de pourriture et de changer d'avis. Un pêcheur. Matelot à tous les coups, ou ce genre de métier particulièrement malodorant. Peut-être qu'il revenait tout juste d'une sortie en mer au petit matin et qu'il passait en coup de vent pour acheter de quoi grignoter. Tout ça pour se retrouver avec une balle en plein front et d'autres trous sanglants dans la poitrine. Son visage était détendu. Il n'avait sans doute rien vu venir. Une deuxième victime derrière la caisse. Une femme cette fois-ci. 18, 19 ans. Certainement tuée après le client accro aux chips parce qu'elle, au contraire, avait vu le coup arriver. Le corps était recroquevillé et vrillé sur lui-même comme si elle s'était retournée pour fuir avant de se rappeler qu'elle était prise au piège, coincée entre la caisse devant elle et son linéaire de tabac derrière elle. Elle avait levé la main. Shelly voyait l'endroit où la balle avait transpercé la paume. Inutile de voir les autres blessures pour savoir qu'elles avaient été fatales. Dans le magasin, le bourdonnement s'était intensifié. Ces fichues mouches attirées par l'odeur du sang se concentraient sur leurs 2 cibles. C'est drôle comme on peut être touché par certains détails. Shelly en avait vu des drames de la route, des accidents de chasse, les uns ayant même parfois entraîné les autres. L'hémoglobine et les corps démembrés, elle connaissait. Les petites villes ne sont pas exactement les havres de paix idylliques qu'on voit dans les téléfilms. Mais ces mouches... Sale bête. Elle s'appliqua à respirer par la bouche, lentement, profondément. La procédure. Il était important maintenant plus que jamais d'appliquer les règles. Il fallait qu'elle alerte sa brigade d'enquêteurs ainsi que les services du procureur et l'institut médico-légal. Autant de coups de fil à passer, de tâches à accomplir. Du mouvement sur sa gauche. Shelly pivota, main jointe, bras tendus, le Glock déjà levé.
Au bout du rayon des confiseries, juste avant le mur des boissons fraîches, elle vit un présentoir métallique trembler. Se collant au mur pour se faire plus petite, elle remonta le rayon de manière à approcher sa cible de biais. Elle transpirait abondamment, les gouttes de sueur lui piquaient les yeux. Satanée mouche. Et ce bourdonnement, interrompu seulement par le frottement de ses semelles épaisses sur le sol en lino. Malgré toute sa bonne volonté, sa respiration était trop bruyante, rauque dans l'air anormalement immobile. Elle ne portait pas de gilet pare-balles. Trop chaud, trop inconfortable. Et même pour répondre à un signalement de coup de feu, Bakersville n'était pas ce genre de ville. Elle n'abritait pas ce genre de population. Shelley était pourtant payée pour savoir qu'il fallait s'attendre à tout. Au bout de l'allée, elle ralentit le pas. Le présentoir ne bougeait plus. Elle tendit l'oreille, guettant un mouvement. Disons, un tireur anonyme qui se serait déplacé furtivement dans le rayon d'à côté ou qui serait arrivé par surprise derrière elle. Rien. Inspirez profondément, expirez lentement. À la 1, à la 2, à la 3. Shelley Atkins pivota brusquement sur elle-même, le Glock droit devant elle, pointé sur sa cible. Mais le rayon était désert, le présentoir de friandises immobile. Rien ne bougeait devant le mur des réfrigérateurs de boissons fraîches. Shelley se redressa lentement. Rayon par rayon maintenant, pas à pas. Mais ce qui avait provoqué la secousse avait disparu. Peut-être juste un courant d'air, ou alors c'était ses nerfs. En tout état de cause, elle était seule dans le magasin, avec 2 cadavres. Le bourdonnement incessant des mouches. La puanteur du sang frais. Shelley détacha la radio accrochée à son épaule et se prépara à la suite des opérations. Et c'est en levant les yeux qu'elle découvrit une 3e victime.